Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on parle en fait De de l'esclavage. l'esclavage sous un autre angle, des Oui. travaux forcés. Et le frère Stéphane. On va Donc, traiter un peu de quelques sujets pas très faciles. mais bon, il faut bien en parler, hein. Il faut bien qu'on en parle. Donc voilà. Partagez le live en même temps, s'il vous plaît, la famille. Moi, je suis en train de Aujourd'hui, partager c'est l'esclavage, hein. aussi On parle de l'esclavage. C'est dommage, on voit Mhm. pas très bien la La façon dont photo. l'image est positionnée. Oui. Je Peut-être vais si tu changes changer. d'angle. Oui, je vais changer. Ah, finalement, c'est celle-là que tu as choisie. Ok. J'ai juste mis ça comme ça, mais je peux changer. Non, c'est bon. Du coup, tu l'as pas mis avec le titre non plus. Non, j'ai mis juste le titre sur mais je vais le mettre en sujet. Je pense, je vais mettre ça dans les, comment ça s'appelle là, pour épingler ça. Je vais Ok, changer je vois. le. Je vais mettre un panneau Bonjour à peut-être. tous, aujourd'hui notre sujet c'est sur l'esclavage, hein. On va parler de l'esclavage, Mhm. on va parler des travaux forcés. Voilà, là si tu te Je mets vais en mettre grand en. peut-être. Là, oui, je vais mettre en panneau. On va parler de l'esclavage, des travaux forcés, euh, C'est mieux et comme du ça? coup, oui là c'est bien. Et du coup on va parler aussi de l'origine, hein, de cette immigration euh, contemporaine là. Et les uns et les autres vont pouvoir comprendre un petit peu à tout ce qui s'est passé. Donc, donc, on va essayer de tapoter le live, s'il vous plaît. On va tapoter. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Oui. Voilà, si je me connecte, Oui, c'est ça justement, on que va c'est. voir ce qu'ont fait les blancs malades. Ah là 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 On là va là, voir ce les qu'ils ont bons fait. malades. Votre Et, avis là? et, et on va aussi Mais il n'y a pas que comprendre eux, hein, aussi parce que pourquoi. dans la vidéo, en fait, que j'ai regardée, et puis j'ai mis un extrait sur mon compte, il n'y a pas que les blancs, hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Oui, il y a la traite arabo-musulmane aussi qui voilà, fait Mm. partie hein, justement de tout cet aspect-là. Donc c'est une longue histoire. Allô, allô, bonjour. Bonjour Bonjour, Olitek. Olitech. Voilà, donc je voudrais juste dire un truc. Je ne participe pas trop au groupe et au live. C'est parce que c'est à cette heure-là que je dors, en fait. C'est ça mon souci. Ah Ah, oui, Mais en tout oui. cas, je suis de tout cœur avec vous ouais, et je vous écoute quand je fais le ménage et tout, quand je suis dans mon travail et tout. Mais Ok. bon, c'est après les lives, c'est ça en fait. Ouais. d'accord. Ok, Mais très en tout bien. cas, il y a un truc que Réveil disait par rapport au Sénégal. Je voudrais ajouter un truc par rapport à la naissance en fait. D'habitude, quand on est serré chez nous, genre les gens qui habitent vers, euh, vers les eaux et tout, donc à la naissance, on prend un tout petit peu de tes cheveux, on garde ça, mais on te dit pas où on met ça en fait, c'est ça le souci. Puis après, on te donne un nom. Le C'est nom quel est sujet carrément ça? traditionnel. C'est quel Euh, sujet? c'est pour les prénoms en fait. Ah, ça c'était en live privé. Dans ce cas, il faut attendre en fait samedi pour parler de ça. Ok, Oui, donc sinon je suis ça un va peu en en fait retard parce que bouleverser un moi, peu. tout le temps, Oui, je vois les choses en retard, c'est ça. oui. Parce que moi, Aujourd'hui c'est c'est quand je bosse que, l'esclavage. ah, d'accord. C'est parce que moi, quand je bosse, que je regarde les vidéos. Donc, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Ok, Sinon, donc il n'y a pas de souci. sinon tu peux garder ça pour le live privé le samedi ou bien le Le dimanche. Tu samedi. peux, voilà, tu peux poser en Ok. fait.
des questions. D'accord, c'est bon alors. Oui. Allez, portez-vous bien et à la prochaine alors. Ok, Merci à toi merci aussi. à toi Merci beaucoup, aussi. Réveil. Allez, merci Repose-toi beaucoup. bien. Dois la parole. Merci beaucoup. Merci, Olitech. Oui, donc aujourd'hui notre sujet c'est sur l'esclavage. Mm. On va parler de l'esclavage. On va parler des différentes traites, hein. Euh, Mhm. Aujourd'hui, on va essayer d'être sur un aspect un peu spécifique, et au fur et à mesure, quand on traitera véritablement de l'aspect de l'esclavage, là, on rentrera dans, dans certaines, dans certaines complexités. Comme vous le savez, l'esclavage existe en fait depuis très longtemps, depuis très 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 longtemps. Donc, Mhm. je pense qu'avant qu'on puisse entrer un petit peu dans les détails, euh, On va on va tapoter. déjà, on va déjà voir, hein, euh, l'historicité un petit peu en fait de l'esclavage. C'est mieux de tapoter d'abord, non? Oui, si on peut tapoter pour pouvoir faire monter un peu le live, Oui, s'il vous plaît, la famille. si on Tapotons. peut tapoter pour faire monter un peu le live, et ensuite on va pouvoir. Oui, pour entrer dans le pour toi. Donc, je vais mettre le sujet. Je sais pas où on met le sujet là. Ok. En attendant, je vais commencer, hein, l'intro, et après on verra en fait des aspects. Déjà, une chose qui est très 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 importante, il faut savoir que euh, on va travailler sur des textes différents. Merci pour les cadeaux, merci. On va travailler sur des textes en fait de différentes personnes. Notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que selon André Laraneux, on assiste en fait en ce début en fait du 21e siècle à un retour de l'esclavage dans de vastes parties de la planète, en particulier en Afrique noire depuis la vague en fait de décolonisation des années 1960, mais aussi dans certains pays arabo-musulmans, dans le sous-continent indien où perdure l'esclavage pour dette, dans certaines régions chinoises et même en Europe avec l'exploitation des populations fragiles issues de l'immigration illégale. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, estime à 25 millions le nombre de personnes vivant actuellement dans des conditions assimilables à de l'esclavage, soit guère moins que d'esclaves dans le Nouveau Monde pendant les 3 siècles de la traite atlantique. L'esclavage caractérise le fait de priver un être humain de ses droit de choisir son travail et son lieu de résidence. Donc vous allez voir qu'en fait, retenez bien, hein, ces aspects-là. Donc, on vous dit que l'esclavage se caractérise, hein, du fait de priver un être humain de ses droits. À l'intérieur de ces droits, vous avez le droit de choisir son travail et son lieu de résidence, le droit de fonder en fait une famille et d'élever ses enfants, le droit de s'instruire et de nouer des relations avec les personnes de son choix, le droit de se déplacer à sa guise selon sa définition donnée par les députés français et que vous retrouvez par exemple le fait d'exercer sur une personne les attributs du droit de propriété ou de maintenir une personne dans un état de suggestion continuelle
en la contraignant à une prestation de travail ou sexuel, parce qu'il y a aussi cet aspect de l'esclavage sexuel, de travail ou sexuel, ou la mendicité, ou à toute prestation non rémunérée. Et ça date en fait du 15 mai 2013. Donc, il est apparu avec les premières sociétés organisées, notamment en fait en Mésopotamie, il y a 5000 ans, et a concerné d'abord des prisonniers de guerre que l'on choisissait d'asservir et d'exploiter plutôt que de les tuer. C'était un pis-aller humanitaire. Le mot latin qui désigne les esclaves, c'est-à-dire servus, dérive de conservare, c'est-à-dire conserver la vie, et rappelle cette origine. Donc, à l'origine, en fait, c'était cet aspect-là. Plutôt que de tuer un prisonnier de guerre, on décidait de lui conserver la vie. Donc, et ce terme-là, on le retrouve dans servus, dans conservare, dans le fait de conserver en fait la vie en fait d'une personne, mais on lui conserve la vie, mais par contre, on va la maintenir en fait dans une certaine captivité, dans un assujettissement, et elle va perdre en fait la propriété de sa propre personne. Si la réduction en esclavage des captifs de guerre a quasiment disparu, il n'en va pas de même d'une autre forme de servitude, l'esclavage économique. Il concerne les malheureux contraints de renoncer à leurs droits pour survivre ou de vendre leurs enfants à des fins d'exploitation. Et ça, c'est un aspect que on retrouve en fait très souvent. Bon, on fait une petite historicité sur l'esclavage pour que les uns et les autres puissent comprendre un petit peu de quoi il est question. Donc, à partir, il y avait aussi une autre image qui était bien parlante, droit à la parole. L'image en fait où ils sont en train de porter. Ah oui, je veux changer. À partir du 7e siècle et jusqu'au 20e siècle. Bon, déjà, on va voir déjà un aspect. Le mot actuel esclave vient du mot esclavone ou slave. Parce qu'au Moyen Âge, les Vénitiens et les Génois achetaient en grand nombre des païens de Slavonie, une région de la côte adriatique ou d'Europe orientale. Ils les revendaient aux Arabes musulmans, ça c'était pendant les traites arabo-musulmanes, donc ils les revendaient aux arabo-musulmans, lesquels faisaient une grande consommation d'esclaves blancs, tout autant Pas de que de ça ou bien noirs. de ça? Non, la première. Voilà, mais on la voit mieux si... Bon, là, il faut changer Je vais l'angle changer. pour qu'on puisse bien la voir. On évalue à 1,5 million le nombre de Slaves rasiés et réduits en esclavage de 1350 à 1450, tant par les Italiens que par les Mongols et les Arabes. À partir du 7e siècle et jusqu'au 20e siècle, l'esclavage a connu une extension sans précédent dans le monde arabo-musulman. Alimenté par des captifs venus d'Europe orientale et méditerranéens, du Caucase et de plus en plus d'Afrique subsaharienne. Plusieurs millions de blancs chrétiens ont été ainsi rasiés dans les Balkans et sur les côtes méditerranéennes et atlantiques pour nourrir les plantations et les harems d'Orient. Donc vous voyez, c'est comme ça aussi qu'il va y avoir une blanchisation aussi véritablement de l'Orient, parce que justement, il va y avoir justement entre ces siècles-là, entre le 7e siècle et le 20e siècle, il y a énormément en fait des blancs chrétiens qui vont être mis en esclavage, notamment en fait dans les Balkans. Vous avez aussi des Slaves qui vont être mis en esclavage justement en fait et qui vont être vendus en fait dans le monde en fait arabo-musulman. Et d'ailleurs, le Maghreb, c'est cet héritage-là que le Maghreb en fait a aujourd'hui
par rapport en fait à leur teint, leur couleur, etc. Leurs yeux, etc. Vous avez toujours cet héritage-là. Parce qu'il y en avait beaucoup en fait qui arrivaient notamment en tant que concubines. Mais c'est surtout 12 à 18 millions de Noirs qui furent victimes de cette traite. À travers le Sahara et plus tard l'océan Indien, leurs descendants ne sont plus là pour témoigner de leur souffrance, car la plupart de ces malheureux ont été castrés. Et ça, c'est un aspect aussi qui est très important. On l'avait vu l'année dernière, mais plus tard, quand on va rentrer dans des profondeurs de l'esclavage, on verra peut-être en fait ces aspects-là de castration que faisaient les arabo-musulmans justement sur leurs esclaves, que ce soit leurs esclaves blancs ou leurs esclaves noirs. La chrétienté occidentale est devenue, après l'an 1000, la première région du monde sans esclaves, l'Église et les souverains prohibant la vente d'êtres humains conformément en fait à l'édit de 1315. Selon le droit de nature, chacun doit naître franc, c'est-à-dire libre. Mais ça, c'est dans le droit. Maintenant, dans les faits, c'est autre chose. Toutefois, au XVe siècle, sur le littoral méditerranéen, des marchands en contact avec le monde musulman ne manquèrent pas d'y acheter des esclaves pour leur compte personnel. C'est ainsi qu'est apparue au sud de la péninsule ibérique une économie de plantation similaire à celle qui existait au Moyen Âge, avec un nombre conséquent d'esclaves africains. Donc, vous voyez, ils avaient voté en fait des édits, mais le respect n'y était pas derrière. Donc, du coup, il y avait tout de même en fait des achats et on promulguait ça justement en fait dans des plantations en fait privées, etc. Au XVIe siècle, la colonisation du Nouveau Monde a suscité de nouveaux besoins de main-d'œuvre. Ne trouvant plus assez de ressources chez les Amérindiens, bien sûr parce qu'ils les ont bien exterminés, et dans les bourgs du vieux continent, les Européens ont fait venir des esclaves d'Afrique noire, où ils n'avaient guère de peine à trouver des vendeurs, marchands arabes et roitelets noirs. Et ça, c'est des choses, vous pouvez les voir aussi sur les vidéos qu'on a mis. Cette traite atlantique a surtout prospéré au temps moderne, c'est-à-dire du XVIIe au XVIIIe siècle, avec le développement des plantations de canne à sucre et de tabac, grâce aux avantages fiscaux des gouvernements européens. Donc c'était véritablement en fait toute une industrie étatique, voire même régionale. Soucieux de réduire leur importation. Dans les travaux de force, les Africains ont fini par complètement se substituer aux engagés européens, de sorte qu'on est venu assimiler le travail servile à l'esclavage des Noirs. Ainsi s'est développé en Amérique du Nord le racisme et le mythe de la supériorité de la race blanche. Donc ce mythe de la supériorité de la race blanche justement en fait a été développé pour justifier justement en fait cette mise en fait en esclavage. Faute de pouvoir interdire l'esclavage dans les colonies, les gouvernements européens ont choisi de l'encadrer pour en limiter les abus. C'est ainsi que le fils du grand Colbert, ministre de Louis XIV, édita en mars 1685 un texte réglementaire plus tard appelé le Code noir, qui est bien entendu une abomination, qui s'est justifiée par des gens abominables. Donc il faut appeler un chat un chat. On va parler un peu du code noir. On va parler un peu du code noir pour que ce soit un peu vraiment bien par rapport au code noir. Donc Colbert, ministre de Louis XIV, va se proposer de l'encadrer, c'est-à-dire encadrer l'esclavage.
afin d'en limiter les abus, à défaut de pouvoir l'interdire. Après sa mort, son fils, le marquis de Seignelay, mènera le travail à son terme, jusqu'à la publication en mars 1685 de ce document juridique sous le titre Édit du roi touchant la police des îles de l'Amérique française. Il sera régulièrement mis à jour tout au long du XVIIIe siècle, avec à chaque fois plus de dureté à l'égard des esclaves. Aussi, le surnom de Code noir, attribué à ce document par un imprimeur en 1718, apparaît pleinement justifié. Dès le XVe siècle, Portugais et Espagnols ont réduit dans la péninsule ibérique le modèle oriental des grandes plantations sucrières, avec des esclaves africains achetés sur les marchés arabes, voire capturés sur le littoral sahélien. La découverte du Nouveau Monde a donné un nouvel élan à cette pratique, et les colons européens sont allés dès lors s'approvisionner directement en esclaves dans le golfe de Guinée auprès des négociants africains. Ainsi, l'esclavage a-t-il réapparu à grande échelle au-delà des mers. Il s'est mis en place insidieusement au fil des décennies malgré les condamnations pontificales et sans que les gouvernements européens l'aient sciemment organisé. Dans les Antilles françaises, au XVIIe siècle, la culture du tabac a été progressivement remplacée par celle du sucre. Plus exigeante en main-d'œuvre, les planteurs ont fait appel à des Européens engagés, sous contrat à durée limitée, 3 ans, mais ces malheureux surexploités mouraient généralement avant le terme de leur contrat. Le recours se révélait déficient, les colons ont fait de plus en plus appel à des Africains achetés sur le littoral africain, comme leurs homologues espagnols et surtout portugais. À défaut de pouvoir interdire cette pratique prohibée dans le royaume depuis Louis X le Hutin, le roi Louis XIII l'autorisa comme une étape vers le baptême et l'affranchissant. Mais de cela, les colons n'avaient cure. Le gouvernement de son successeur Louis XIV, le fameux Louis XIV, le roi Soleil, le gouvernement de son successeur Louis XIV n'a bientôt pas tardé à s'en inquiéter car il y a eu plus grave que tout une menace contre son autorité. Il ne faudra pas que le droit colonial échappe à l'emprise du juriste royaux. À Versailles, Jean-Baptiste Colbert s'est saisi de la question en sa qualité de secrétaire d'État de la marine à la marine et aux colonies. Mais Colbert, en homme d'État responsable, choisit ce qui lui paraît être la moins mauvaise des solutions. Le statu quo revient à autoriser tous les abus de la part des colons. Abolir l'esclavage dans les colonies est inenvisageable, sauf à se mettre à dos la riche bourgeoisie qui vit du commerce triangulaire et surtout provoquer la rébellion des colons. Avec le risque qu'ils se vendent aux Anglais, c'est ce qu'ils feront en Martinique en 1794. Au demeurant, personne dans le monde à la fin du XVIIe siècle n'imagine d'abolir l'esclavage. Celui-ci sévit encore marginalement en fait dans une partie de l'Europe orientale, c'est-à-dire la Roumanie, et à grande échelle dans les sociétés africaines et musulmanes. À défaut de mieux, Colbert envisage donc de codifier cette institution ou plutôt de réunir dans un même opus sanctifié par le sceau royal les règlements qui se sont multipliés dans les îles de façon désordonnée. Le 30 avril 1681, il interroge le gouvernement général des îles d'Amérique Blénac et l'intendant Patoulet
sur l'évolution de la population des colonies et sur la condition des enfants nés de l'union des esclaves africains avec les Blancs ou les Indiens. Les îles concernées sont essentiellement Saint-Christophe, la Martinique, la Guadeloupe et la partie occidentale de Saint-Domingue. Désolé. Homme de bureau, soucieux de rigueur et de précision, le grand Colbert prépare le texte législatif pour encadrer les relations entre maîtres et esclaves et préciser les sanctions qui peuvent s'appliquer à ces derniers. Donc, voilà les débuts, les débuts de ce code noir, qui est baptisé en fait Code noir à l'initiative de cet imprimeur en 1718, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il désigne en fait usuellement un ensemble de textes juridiques promulgués par le gouvernement français 1685 à l'abolition en fait de l'esclavage 1848. Donc, ceux qui veulent en fait s'intéresser pourront aller voir. Je vais vous lire quand même quelques articles. Par exemple, l'article 1er qui dit: Voulant que l'édit du feu roi, de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père, le 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles, de chasser de nos dites îles tous les Juifs qui y ont établi en fait leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du non-chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter du jour de la promulgation des présentes à peine de confiscation de corps et de biens. Articles 3, 6 et 8 rappellent les contraintes qui pèsent sur les protestants quelques mois avant la révocation faite de l'édit de Nantes, qui légalisera leur expulsion du royaume. Ces protestants sont en nombre relativement important dans les îles. On les recense 219 en 1671 à la Guadeloupe, sur un total en fait de 3112 personnes libres, 7%. Ils représentent près de 20% en fait de la population. Donc vous irez tranquillement vous renseigner un petit peu sur ça. Par exemple, je vais vous lire aussi l'article 2 qui nous dit tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion en fait catholique, apostolique et romaine. Donc, vous voyez, ils en ont profité aussi à travers ce code noir de baptiser en fait des gens de force dans le catholicisme. Donc, ça prouve bien que le catholicisme était totalement en fait en adéquation. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, en adéquation avec en fait toutes ces pratiques, alors qu'ils étaient censés en fait interdire en fait cela. Donc, on retrouve bien l'hypocrisie de la maison catholique. Donc, c'est comme vous le voyez, c'est très important. Toute cette notion-là, on a parlé du code noir, on a vu comment un petit peu l'esclavage en fait s'est installé et comment l'esclavage en fait va s'arrêter. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est comment par exemple Bonaparte va vouloir en fait remettre en fait au goût du jour l'esclavage. Donc, le 20 mai 1802, donc Bonaparte va légaliser à nouveau l'esclavage. Par le décret-loi du 30 Floréal en 20 mai 1802, le premier consul Napoléon Bonaparte légalise l'esclavage dans les colonies sucrières de la République française. En vérité, la mesure ne concerne que la Guadeloupe, car c'est la seule colonie où l'esclavage a été de fait aboli par la Convention de 1794. Donc les autres, en fait, ils n'étaient pas encore véritablement dedans. Donc notons que l'esclavage est alors pratiqué partout dans le monde, en dehors de l'Europe occidentale, et pas seulement dans les colonies européennes. Il est commun en Afrique, comme en Asie. Il ne scandalise que les franges éclairées des Occidentaux. L'abolir dans les seules îles à sucre françaises eût été sans doute prématuré et de nature à dresser l'Angleterre, mais aussi l'Espagne et le Portugal contre la France républicaine.
contre la République française. Donc, justement, en fait, les préjugés justement de couleur, hein, qui vont être mis en avant par rapport en fait à cet aspect-là. Donc, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les souverains européens toléraient l'esclavage aux colonies, mais n'assimilaient pas les esclaves aux Noirs. Ils ne tenaient pas ceci pour une race vouée à l'esclavage, comme l'atteste la présence d'un certain nombre d'Africains dotés de fonctions, hein, élevés à la cour de Versailles et dans d'autres cours européennes. Effectivement, il y avait des nobles et on l'avait vu, hein, il y avait aussi des ambassadeurs, hein, dans les cours en fait européennes, notamment des ambassadeurs en fait du Royaume Congo. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vues, hein. À Paris, Bossuet baptise un prince ivoirien dont Louis XIV est le parrain. À Saint-Pétersbourg, le tsar accueille un autre prince africain dont le descendant sera le poète Pouchkine. Voilà, si vous avez entendu parler un peu de ce poète Pouchkine, hein, qui justement, il va y avoir aussi des descendants, métis, etc. Dans les marines européennes, tant la Royal Navy anglaise que la Royale française en recensent des marins noirs, parfois d'anciens esclaves, et ceux-ci ne souffrent d'aucun soupçon en fait de racisme à cette époque-là. Au milieu du XVIIIe siècle, deux mentalités vont se développer et s'opposent, parfois au sein des mêmes personnes. L'une est inspirée par la raison et l'humanité en conformité avec l'esprit des Lumières et la doctrine chrétienne. Elle porte les élites pensantes à dénoncer l'esclavage et les préjugés à l'égard des autres races. Elle est illustrée par de fort beaux textes de Voltaire, de Montesquieu, mieux encore par la montée du mouvement abolitionniste. À l'initiative de Wilberforce en Angleterre et de l'abbé Grégoire en France. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. L'autre côté, l'autre est né justement en fait du fantasme d'invasion lié à l'arrivée d'Africains de plus en plus nombreux dans les colonies, mais aussi en métropole, comme serviteurs ou enfants des colons de passage, à l'exemple d'Alexandre Dumas père, ou petit nègre offert aux dames de la bonne société dès le XVIIe siècle. Vous voyez ce fantasme-là, hein, des immigrés qui seront en fait de plus en plus nombreux et qui risqueraient, eh bien c'est exactement cela que certains mouvements en fait d'extrême droite, totalement racistes en fait, utilisent à l'heure actuelle. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau. C'était déjà en fait des choses qui étaient là et justement ce sont ces choses-là qui ont amené ces idées en fait de différenciation en fait de racialisme, etc. On commence à se prémunir contre cette menace en érigeant des barrières réglementaires, intellectuelles et morales. C'est la naissance du préjugé de couleur. Donc, on ne va pas développer davantage. Par exemple, Voltaire, qui n'est pas une contradiction près, formule en fait quelques sentences formellement racistes, au sens moderne du mot, c'est-à-dire établissant une hiérarchie entre ce qu'il est convenu d'appeler les races humaines. Quant à Montesquieu, s'il est à l'abri de semblables inepties, il ne rechigne pas plus que Voltaire à investir dans le commerce triangulaire. Dans tous ces grands penseurs-là, vous voyez ce qu'il en est avec eux. Plusieurs ordonnances sous le règne de Louis XVI dénoncent les unions mixtes et légifèrent contre l'immigration noire en métropole. Ça vous rappelle rien tout ça? Hein? Légiférer contre l'immigration noire en métropole. Ça paraît très moderne, hein, dis donc. En fait, limité à quelques centaines d'individus au motif que Terre de France ne porte pas d'esclaves. Le 9 août 1777, une déclaration du roi pour la police des Noirs interdit d'amener dans le royaume des Noirs
mulâtres ou autres gens de couleur. Elle crée un système de dépôt dans les ports pour les esclaves qui accompagnent leurs maîtres. Dans les faits, le texte ne sera que très peu appliqué, comme le montre l'exemple de Thomas Alexandre Dumas, mulâtre et père du futur écrivain. Dès le début de la Révolution, la citoyenneté est accordée aux esclaves affranchis des colonies, les libres de couleur, et l'esclavage est enfin aboli par le décret de Pluviose le 4 février 1794. Dans les faits, cette mesure sans précédent votée par les députés de la Convention n'a pris effet qu'en Guadeloupe. Les planteurs de la Martinique ont préféré se livrer aux Anglais au printemps 1794 plutôt que d'affranchir leurs esclaves. Dans l'océan Indien, les colons de l'île de la Réunion et de l'île de France, aujourd'hui l'île de Maurice, ont réussi à s'opposer à l'application du décret. Quant à la grande île de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, c'est seulement en octobre 1798 qu'elle applique le décret et abolit l'esclavage. Quand Toussaint l'ouverture chasse les Anglais de l'île. Encore les anciens esclaves ne troquent-ils leur statut que pour celui de travailleurs forcés. Et après, on va arriver dans les notions de travailleurs forcés, assignés à leur plantation d'origine, tant en Guadeloupe qu'à Saint-Domingue, avec la bénédiction de leur libérateur, Toussaint l'ouverture. Et par la suite, Napoléon, qui, comme vous le savez, voilà, on va pas trop développer en fait sur cet aspect-là. C'était tout simplement pour vous égayer un peu dessus pour que vous puissiez comprendre. Et ensuite, bien sûr, cet aspect de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848, le gouvernement de la République française publie en fait les décrets d'abolition immédiate de l'esclavage dans les colonies françaises. Sont concernées essentiellement les vieilles colonies héritées de l'ancien régime, dont l'économie encore sur les grandes plantations sucrières. Donc, voilà, on va pas encore, pareil, trop développer dessus. Quand le moment viendra, on pourra justement, en fait, parler de cet aspect. Avant qu'on rentre, en fait, dans les travaux forcés, je vais quand même vous parler de cet aspect-là, de la traite en tant que crime contre l'humanité. Le 10 mai 2021, la loi Taubira, 10 mai 2021, est à l'origine de la journée du souvenir de l'esclavage. Pétrie de bonnes intentions, cette loi a toutefois le grand tort de violer la connaissance historique. Elle rate l'occasion de réunir les Français autour de leur histoire commune, par sa vision restrictive et manifestement orientée de la traite et de l'esclavage. Le gouvernement français a promulgué le 21 mai 2001 la loi numéro 2001-434 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité à l'égard de la Shoah et des autres génocides du XXe siècle. Et le président Jacques Chirac a décidé d'instaurer une journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions le 10 mai, anniversaire du vote de la loi par le Sénat. Sur sa recommandation, le président Jacques Chirac a instauré en 2006 une journée commémorative aujourd'hui désignée comme la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. De façon curieuse, cette date a été fixée le 10 mai en référence à l'adoption de ladite loi, alors que celle-ci suggérait le 8 février en souvenir du 8 février 1815 quand le congrès de Vienne abolit la traite négrière. Donc, la loi Taubira a été votée à l'unanimité des 81 députés présents, les autres ayant préféré s'esquiver à la buvette. Elle énonce dans son article 1er, la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite
dans les océans Indiens d'une part et l'esclavage d'autre part, perpétué à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. On peut adresser à cet énoncé une critique majeure. La réduction en esclavage a déjà été incluse parmi les crimes contre l'humanité dans l'article 4. L'accord de Londres du 8 août 1945 qui établit les statuts en fait des tribunaux de Nuremberg, cette convention internationale ne fait pas de distinction entre la réduction en esclavage des Africains par les Européens et les autres formes d'esclavage. La réduction en esclavage, sans plus de précision, figure aussi parmi les crimes contre l'humanité énoncés par le statut de Rome du 17 juillet 1998. En désignant seulement comme crime contre l'humanité l'esclavage des Africains par les Européens, les parlementaires français excluent les autres formes d'esclavage. Leur loi est donc à la fois inutile. L'esclavage des Africains par les Européens est déjà reconnu au plus haut niveau international comme un crime contre l'humanité et réductrice. Ce qui est plus grave, elle sous-entend que les autres formes d'esclavage ne seraient pas un crime contre l'humanité. Elle réduit de ce fait la portée de l'accord de Londres et du statut de Rome. Dans ces conditions, on peut s'étonner que le Conseil constitutionnel garantit en fait de conformité les lois au traité signé par la France n'ait pas rétoqué la loi Taubira. Donc vous voyez un petit peu, hein, ça montre un peu ici ce deux poids deux mesures qui a été mis en place, reconnaître quelque chose qui était déjà reconnu de manière internationale. Donc ici on voit bien que c'est pour des raisons en fait purement en fait politiques. Donc ça déjà, pourquoi je vous dis ça? Pour que vous puissiez véritablement comprendre hein, de quoi on va parler. Parce qu'on va parler justement en fait de cet aspect-là en fait des travaux forcés. Hein, de la façon dont le problème qu'il y a depuis la décolonisation en Afrique, ce problème est totalement dû à la gestion catastrophique, hein, la gestion catastrophique du travail, des transferts de population et des déplacements hein, forcés, des travaux forcés, d'une forme d'esclavage hein, qui a été instaurée en fait à nouveau par les États en fait européens. Et c'est la finalité de tout cela qui amène en fait au problème qu'il y a en fait depuis en Afrique, que ce soit en fait les problèmes ethniques, que ce soit en fait les problèmes en fait de difficultés en fait en termes de gestion migratoire. Et c'est aussi ce qui a provoqué justement en fait un certain nombre de migrations et aussi cette immigration en fait incontrôlée qu'il y a justement en fait sur le sol européen. En fait, vous allez comprendre qu'en fait, en réalité, ce sont les États européens qui sont responsables des problèmes en fait d'immigration qu'aujourd'hui en fait ils sont tous en train de chercher des solutions pour combattre et donc a fortiori aussi une part de responsabilité vers tout ce qui se passe et toutes ces morts hein, qu'il y a bien entendu un peu partout avec bien sûr l'appui des autorités aussi africaines ça va de soi. Ce qu'il faut savoir c'est que les États africains doivent eux aussi affronter aujourd'hui les enjeux de l'intégration des populations issues de l'immigration. Là, on est sur un texte de Jacques Barrot. On va travailler un peu sur un texte de Jacques Barrot qui est anthropologue en fait au CNRS. Donc, je vous disais, les États africains doivent aussi affronter aujourd'hui les enjeux de l'intégration des populations issues de l'immigration et faire face à des tensions nationalistes. Cette situation est une conséquence, entre autres, de la domination coloniale qui a stimulé les migrations à grande échelle sur le continent, souvent contraints et organisés en fonction des intérêts des colonisateurs.
Ces mouvements de population ont certes ouvert les régions africaines les unes aux autres, mais contrairement aux migrations traditionnelles, ils se sont déroulés sur une période très courte. Donc les sociétés n'ont pas eu le temps justement en fait de se recomposer. Le 27 mai 1934, Monsieur Raphaël Antonetti, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, l'AEF, pose solennellement le dernier tronçon du rail du chemin de fer Congo-Océan qui relie Brazzaville à Pointe-Noire. Après un trajet de 500 km à travers les denses forêts tropicales recouvrant le massif du Mayombe. La construction de cette ligne ferroviaire, commencée dès 1924, a été l'occasion d'une migration de travailleurs parmi les plus importantes qui se soit déroulée en Afrique, dans l'entre-deux-guerres. Les conditions dans lesquelles s'est passée la construction de la ligne représentent ce qu'un pouvoir de type colonial allié à des intérêts privés soucieux de la seule multiplication des profits peut réaliser de pire en matière de recrutement et de gestion de la main-d'œuvre immigrée. Le projet de cette voie de chemin de fer se dessine dès les années 1910 pour permettre le transport vers l'océan des richesses produites dans les territoires de l'AEF sans passer par le chemin de fer installé par les Belges sur la rive gauche du Congo. La réalisation du gros œuvre est confiée à la Compagnie des Batignolles, qui, pour réaliser des profits élevés, entend recourir de manière intensive au travail indigène, à l'époque presque gratuite. Mais le territoire du Moyen Congo, où la ligne doit être construite, est alors faiblement peuplé en raison des nombreuses maladies tropicales. En outre, les populations locales ont été déjà durement éprouvées par les nombreuses concessions instaurées en 1899, lequel donnait une quarantaine de sociétés anonymes pratiquement carte blanche pour exploiter toute la zone située entre le Moyen Congo et l'Ubangi. C'est très important ce qui est en train d'être dit ici, hein, parce que c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Hein. Les gens n'ont toujours pas compris. Hein. Ce sont les mêmes choses qui sont en train de venir, hein, à nouveau. Hein. Bon, donc faites très attention à tout ce qui est en train d'être dit, hein, pour bien vous préparer à tout ce qui se passe. Il faut donc songer à trouver ailleurs la main-d'œuvre nécessaire à un chantier qui, devant passer à travers de nombreux obstacles naturels, s'annonce particulièrement difficile. Le gouvernement prend donc les dispositions réglementaires pour étendre le recrutement obligatoire. On parle de recrutement obligatoire, hein, à toute l'AEF. En ce temps où il n'existait encore ni excavatrice ni bulldozer, où les camions ne pouvaient guère être utilisés en raison de l'absence de chaussées carrossables, la presque totalité du travail qu'exigeait un tel chantier ne pouvait se faire qu'à main ou à dos d'homme. Les ingénieurs de la Compagnie des Batignolles évaluent à 8000 le nombre de manœuvres nécessaires à la construction de la ligne. En fait, une telle prévision s'avéra très vite largement insuffisante. Au vu de l'extrême morbidité que vont générer les conditions de transport de la main-d'œuvre et les conditions de vie sur le chantier. C'est carrément un esclavagisme en fait moderne qui a été mis en place par l'administration française. Les populations recrutées habitent pour la plupart
les hauts plateaux et la savane de l'actuelle République centrafricaine et du Tchad. Non, en réalité, si aujourd'hui les Congolais peuvent toujours bénéficier hein, de ce chemin de fer-là, c'est parce qu'il y a eu énormément de Centrafricains et de Tchadiens qui ont été sacrifiés en fait pour cela. Il faut bien que vous compreniez hein, de quoi il s'agit. Elles appartiennent majoritairement aux ethnies Bateke, Yakoma, Baya, Dagba et surtout Sara. Il faut les acheminer sur plusieurs centaines de kilomètres. Sachant en plus que les Sahara sont tout au nord hein, de la République centrafricaine, à la frontière en fait du Tchad. Donc il fallait aussi les acheminer. Hein. Donc vous imaginez ce qu'il en était. La compagnie, il faut les acheminer sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Brazzaville. Donc ça c'est le Congo-Brazza. Hein. Congo-Brazza. Ils ont une dette coloniale hein, sur la République centrafricaine et le Tchad. La compagnie des transports fluviaux est chargée de cet acheminement. Elle entasse plusieurs centaines de travailleurs et des péniches à moteur conçues pour transporter de la marchandise et qui n'offrent aucun abri pour se protéger du soleil brûlant de la journée. Il y a aussi des froids de pluie torrentielles sous ces latitudes. L'alimentation des passagers est à peine prise en compte, alors que les périples durent facilement de 15 à 25 jours. Souvent recrutés par la force et conduits vers les péniches encadrés par les tirailleurs, ces travailleurs migrants vont connaître la maladie et souvent la mort avant d'être à pied d'œuvre. Sur un exemple de 174 hommes adultes recrutés dans les villages riverains de la Sanga, 79 seulement atteignent le chantier. Donc plus d'une centaine qui meurent sur le chemin. Ça c'est juste en fait à titre d'exemple par exemple concernant en fait les gens qui étaient recrutés à la Sanga. Les maladies, la faim et les mauvais traitements ont eu raison en fait des autres et leur ont peut-être évité. Donc comme vous le voyez, les conditions étaient extrêmement en fait pénibles. C'était une maltraitance en fait pas possible. Donc c'est totalement en fait un calvaire hein, qu'ont vécu toutes ces personnes-là, notamment par rapport en fait aux forêts insalubres en fait de Mayombe, où se construisait justement cette ligne en fait ferroviaire. Les conditions de travail dans le cadre du chantier ont été rendues tristement célèbres par le témoignage publié en 1929 par Albert Londres sous le titre Terre d'ébène. Peuple des savanes et des hauts plateaux, les manœuvres ne sont pas habitués au climat malsain de la forêt tropicale où se construit la ligne. Le taux de mortalité chez eux sera de 45% au cours des premiers mois de travail et ne descendra jamais en dessous de 17%. Même quand les conditions de travail se seront un peu améliorées sous la pression de l'opinion publique métropolitaine, alertée par quelques prises de position d'intellectuels engagés qui dénoncent l'horreur esclavagiste se déroulant sur un chantier sous l'administration en fait française. Il y avait un mot qui disait c'est quand un Sahara meurt, un autre Sahara le remplace. Du côté de l'encadrement, on a eu aussi recours à l'immigration. Les contremaîtres sont pour la plupart des Italiens, des Portugais, des Russes. Voilà les gens qui sont toujours en train d'applaudir les Russes là. Les Russes, petits blancs ou aventuriers pressés de gagner de l'argent. Ils ne font preuve d'aucun égard pour les manœuvres placées sous leurs ordres. Albert Londres note que les contremaîtres tapaient à coups de chicotte sur le dos des manœuvres qui à leur tour tapaient sur les roches à coups de masse comme dans une sinistre mécanique.
Les manœuvres d'ethnie Sara, appréciées dans ce type de travail en raison de leur force physique, étaient devenues le symbole de ces travailleurs dépersonnalisés et interchangeables. Saragwe, Saraga, ça signifie dès qu'un Sara meurt, un autre Sara le remplace automatiquement. Était le mot d'ordre des contremaîtres. Sur le chantier, c'est-à-dire il n'y avait pas d'humanité, hein, il n'y avait pas d'humanité, il n'y avait pas voilà, c'est ça les réalités. Hein. Sur le chantier, témoignant d'une conception pour le moins sommaire en matière de gestion de main-d'œuvre, quand le chemin de fer arrive à Pointe-Noire, il aura coûté, écoutez bien, 18 000 cadavres. Ce chemin de fer aura coûté 18 000 cadavres, soit 36 par kilomètre. Vous imaginez 36 par kilomètre. Que reste-t-il aujourd'hui de cette terrible époque? Si la migration contrainte des travailleurs du rail a sans doute engendré quelques installations sur place, celles-ci n'apparaissent pas aujourd'hui comme un élément de la population nationale congolaise qui aurait gardé la mémoire de ses origines. Par contre, les Congolais ont conservé le souvenir des immigrés travailleurs du rail qui sont venus construire un ouvrage jouant encore un rôle fondamental dans l'économie de leur pays. Une gare baptisée Sara a été édifiée sur le parcours de la ligne en souvenir des nombreuses manœuvres de cette ethnie morte sur le chantier. On avait en effet constaté que les trains déraillaient souvent à cet endroit et que c'était sans doute les esprits des Sara décédés qui se vengeaient des souffrances subies autrefois. Peu importe que dans une logique religieuse traditionnelle, où on ait voulu apaiser ces esprits, ou que dans une logique sociale moderne, qu'on ait souhaité en fait rendre hommage aux travailleurs du rail sacrifiés pour la construction de la ligne. L'essentiel est que le souvenir de cette tragédie du travail s'inscrit dans les lieux où elle s'est déroulée et résiste en fait à l'oubli. Combien de personnes sont au courant de cette histoire? Pas beaucoup. Vous voyez? Et pourtant, ces genres de choses doivent résister à l'oubli, mais les gens ne le savent même pas. Toutes les migrations organisées sous l'administration coloniale n'ont pas eu heureusement en fait cette dimension totalement en fait morbide hein, qu'on a vue par rapport en fait au chantier Congo-Océan. Mais elles ont souvent comporté en fait une part importante de contraintes et ont abouti parfois à des recompositions du peuplement de vastes régions avec des conséquences qui se font encore sentir jusqu'aujourd'hui. Comment l'administration belge hein, va planifier en fait les migrations en fait des populations. Voisin du Congo, l'ex-Zaïre, ironiquement rebaptisé aujourd'hui République démocratique hein, du Congo RDC, est sans doute l'un des pays où les mouvements de population organisés par l'administration coloniale, en l'occurrence belge, ont été parmi les plus importantes. À cela, il y a d'abord une raison d'ordre démocratique, initialement constatée par les premiers colonisateurs du pays. La plupart est très inégalement en fait répartie dans les différentes régions, sans que l'on puisse mettre ce phénomène sur le compte de l'hostilité du milieu naturel. Les anciennes provinces du Kasaï et du Katanga, régions de forêts claires, facilement pénétrables et exploitables, s'avèrent n'avoir que des densités de population très faibles, jusqu'à moins d'un habitant au kilomètre carré dans certaines zones. A l'inverse, le Bas-Congo et les savanes de l'Est du pays sont beaucoup plus peuplés. La découverte de cuivre et d'autres minéraux dans les Hauts-Katanga, ainsi que la mise en exploitation de mines de diamants au Kasaï, vont amener l'administration coloniale à organiser des transferts de population pour mettre en valeur les régions. Et là aussi, ça va être
des catastrophes en fait pas possibles. Tant que le Congo est l'état privé du roi Léopold II, parce qu'à ce moment-là, le Congo était l'état privé du roi Léopold II. Donc, il en faisait ce que bon lui semble. L'administration ne s'embarrasse pas de préoccupations sociales. Le pays est soumis à une surexploitation de ses richesses et de ses populations. Bon, comme vous le voyez, hein, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. À croire que les Africains n'apprennent jamais rien. Tenu de livrer les quantités requises de caoutchouc, d'ivoire et d'autres denrées tropicales sous peine de prison, d'amputation. Écoutez, si jamais les gens ne livraient pas suffisamment les quantités, ils étaient soit emprisonnés, amputés ou même exécutés. Et pourtant, c'était censé être des travailleurs. Hein. Bon. Et l'esclavage était censé ne plus être d'actualité. Bon. Donc voilà pourquoi le Congo se retrouve dans cet état. Voilà pourquoi toutes ces migrations-là, voilà pourquoi les peuples sont totalement en fait désorientés. Voilà pourquoi les ethnies, vous les retrouvez en fait un peu partout. C'était du fait de l'administration coloniale. En gros, ils ont foutu le bazar dans le continent. 5000 ouvriers déportés vers des mines d'Elisabethville, aujourd'hui Lumumbashi, trouveront la mort en quelques années. Ces scandales révélés à l'opinion publique internationale par les missions anglaises et américaines et qui inspirèrent le roman de John Conrad Au cœur des ténèbres amènent Léopold II à céder en 1908 son empire colonial à la Belgique. Donc, s'il n'y avait pas eu justement ces scandales-là, le mec, il n'aurait jamais cédé ça. Il aurait continué à faire ce que bon lui semble. Vraiment. Bon. Au cours des 52 années qui dureront l'administration belge, parce que là maintenant c'est l'État belge désormais hein, qui administre le pays, parce que donc jusqu'en 1908, le Congo appartenait au roi Léopold II. Il n'appartenait même pas à la Belgique. Hein. Il était la propriété personnelle du roi. Et lui et ses marchands et ses businessmen ont fait ce que bon leur semble. Vous vous imaginez? Ils ont fait ce que bon leur semblait. Bon, je reprends. Au cours des 52 années que durera l'administration belge du pays, les migrations internes vont se poursuivre et s'intensifier. Mais elles se dérouleront dans un cadre planifié qui visera à limiter. Quand on dit planifié, c'est sur les papiers. Hein. Voilà, c'est censé être planifié sur les papiers. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Hein. Dans un cadre planifié qui visera à limiter les abus et même à garantir les conditions d'installation très avantageuses pour certaines populations. L'administration limitait le recrutement à 25% des hommes adultes dans une collectivité afin de ne pas priver les villages de l'essentiel de leurs forces. Et oui, parce que ça causait aussi un problème démographique énorme, parce que quand on prenait en fait tous les hommes qui étaient valides d'un village, mais le village ne peut plus se protéger et les gens ne peuvent même plus quasiment en fait produire, vu que les hommes valides sont transportés en fait ailleurs. Et ça a vidé énormément de villages, ça a vidé des villes, ça a vidé en fait énormément en fait de contrées, hein, de leurs forces. Après aujourd'hui, on dit que l'Afrique n'arrive pas à se développer, mais c'est l'héritage de tout ça. Il faut connaître en fait toutes ces choses. Les ouvriers des mines bénéficièrent, après la Seconde Guerre mondiale, de divers avantages.
assurance maladie, accident et vieillesse, allocation familiale, salaire minimum et souvent logement de fonction. Le paternalisme patronal belge se transférait en fait sous les tropiques. Ça, bien sûr, c'est toujours de droit, hein. Les grands déplacements ont eu des effets extrêmement négatifs. Malgré ces efforts qui contribuèrent à atténuer le choc du déracinement, de tels mouvements de population réalisés de façon massive sur une période très courte ne pouvaient rester sans incident sur les comportements sociaux et politiques et sans effet sur les repères culturels des gens qui ont été déplacés. Certains conflits ethniques qui ont marqué les premières années de l'indépendance du Zaïre sont la conséquence des migrations organisées à l'époque coloniale. Sont la conséquence justement des migrations organisées à l'époque en fait coloniale à l'est du fleuve de Kasaï de nombreux Louba, population entreprenante et bien encadrée par l'Église catholique, s'étaient établis dans le pays des Loulois. Même quand ces migrations n'aboutirent pas à des conflits interethniques entre anciens et nouveaux occupants, elles entraînaient un déracinement massif. Donc, vous voyez, les conflits ethniques ont commencé à voir le jour, en fait, à partir. Parce qu'on a déplacé des gens sur d'autres contrées, et du coup, il y a des mélanges de populations. Ils n'ont pas les mêmes us, ils n'ont pas les mêmes coutumes. Mais comme au final, en fait, les colons, ils en avaient strictement rien à foutre, parce que pour eux, l'Afrique est un pays, hein. Donc, on peut prendre tout le monde, en fait, de n'importe où, et on le ramène, et ainsi de suite, ils n'ont qu'à se débrouiller. Donc voilà les origines en fait des conflits ethniques. Ça veut dire que les administrations coloniales, c'est-à-dire les pays occidentaux, ont une responsabilité énorme par rapport à tout ce qui se passe en fait aujourd'hui, par rapport à tous ces crimes-là qui se perpétuent en fait continuellement en fait en Afrique, notamment les crimes ethniques. Elles entraînent un déracinement massif qui ne fut pas sans effet sur la décomposition que connut ultérieurement la société zaïroise. Au moment de l'indépendance, 3 millions de personnes, soit près du quart de la population du pays, vivaient en dehors de leur société traditionnelle. En 1966, Hubert Deschamps laissait entrevoir les conséquences qui devaient être celles de ces grands déplacements de population réalisés sous l'administration coloniale. L'attraction des salaires et des villes avait provoqué en fait ces déracinements, cette détribalisation d'un grand nombre de Congolais. Les conséquences en furent multiples. Vous voyez, quand je vous dis toujours que le problème de l'Afrique, c'est l'aspect ethnique. Certains ne comprennent pas pourquoi je dis ça en fait. Vous êtes en train d'en voir en fait les preuves, hein. Vous ne pouvez jamais faire de panafricanisme tant que vous ne réglez pas ce problème qui a été justement en fait implanté par les administrations en fait coloniales, hein. Ils ont mis un bazar monstre, hein. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment traiter à la racine. Les conséquences en furent multiples quant à leur manière de vivre, où l'économie monétaire remplaçait en fait les techniques de subsistance. Écoutez bien, l'économie monétaire remplace les techniques de subsistance, donc la débrouillardise. Vous voyez cet aspect en fait de la débrouillardise en fait zaïroise là. Voilà, vous avez les origines en fait. Où la solidarité tribale disparaît pour laisser l'individu solitaire et désarmé. Où l'action missionnaire se substituait au monde mythique traditionnel. Un quart des Congolais vivaient ainsi dans un monde abstrait, hors de leur nature, rapproché à certains égards des modes de vie et de pensée des Blancs, mais restant en marge de la société blanche. Donc, ils cherchaient à ressembler, à vivre comme les Blancs, mais ils ne pouvaient pas vivre dans les sociétés en fait blanches parce qu'ils étaient en fait mis à l'écart. Et là, vous retrouvez aussi les racines, hein, de tout ce qui concerne le Tchoko. Vous voyez? Je l'ai dit, quand vous rentrez dans des profondeurs de texte, vous comprenez beaucoup de choses. Les migrations massives organisées par l'administration coloniale
ont affecté d'autres aires géographiques du continent, en particulier l'Afrique du Sud, où les déplacements autoritaires de population à l'époque de l'apartheid ont contribué à alimenter des conflits ethniques qui représentent aujourd'hui un redoutable potentiel de déstabilisation pour le pays et à générer un déracinement qui n'est pas sans lien avec l'anomie sociale et la violence tous azimuts qui sévissent dans les townships aujourd'hui. Si les migrations continuent un processus qui accompagne logiquement tout développement économique, le fait de les accélérer, de les diriger de manière excessive, de les contraindre en fonction d'objectifs qui échappent aux populations concernées, contribue à priver ces dernières de l'autonomie nécessaire à la reconstruction de leur structure sociale originelle dans le lieu d'immigration et à leur ôter toute ressource propre pour y retrouver une stabilité. Il serait injuste de dire, bon, cette partie, hop, on n'en a pas besoin. Les mouvements migratoires ont été une constante dans l'histoire de l'Afrique, comme l'atteste le peuplement de nombreuses régions où se superposent des groupes arrivés et à des époques différentes. Cela semble particulièrement vrai pour la région la plus connue pour le rôle structurel qui y joue encore aujourd'hui. Les migrations saisonnières et temporaires, internes ou internationales, la vallée du fleuve du Sénégal. Voilà aussi l'aspect en fait du Sénégal qu'on va traiter un petit peu. De nombreuses recherches d'historiens situent vers le XIVe siècle l'apparition d'une classe de commerçants dans le pays des Soninké. Toutes ces choses, il y a des articles de journaux à l'époque qui justement traitaient de tous ces sujets-là. Il y a aussi des écrivains, noirs, Abdoulaye en fait Bathily, qui a écrit par exemple Les Portes de l'Or, Le Royaume en fait de Galam, Sénégal, l'ère de musulmane au temps des négriers. Vous avez aussi Sékou Traoré qui a fait en fait justement les modèles migratoires Soninké et Poulard de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, ceux-ci, qui seraient probablement les ancêtres des Djoula, c'est-à-dire ceux qui ont quitté là-bas parmi le pays des Soninké, qui seraient en fait les ancêtres des Djoula actuels, c'est-à-dire ethnie en fait de commerçants parlant aujourd'hui en fait le mandingue, et répartis dans toute l'Afrique en fait de l'Ouest, auraient émigré alors dans tout le Soudan occidental. Donc, une partie des Soninké, donc un petit peu les ancêtres des Djoula, vont en fait aller émigrer au Soudan oriental. Enfin, au Soudan occidental. Ok? Donc, c'est-à-dire à la frontière, en fait, avec la Centrafrique, en fait, si vous voulez. Donc, vous retrouvez, en fait, justement, en fait, eux, ils sont là-bas aussi parce que, justement, ils ont migré. Pour y faire en particulier, écoutez bien, pour y faire en particulier le commerce des esclaves et contrôler, donc ils ont migré pour aller faire le commerce des esclaves. Donc là, ici, ça vous montre bien cet aspect d'esclavage interne. Et contrôler les échanges entre les produits agricoles résultant du travail servile et les produits manufacturés d'importation qu'ils partent revendre ailleurs avec d'importants bénéfices. En 1900, le régime colonial abolit l'esclavage et développe les cultures d'exportation dans des zones situées à proximité du littoral. Les migrations soninké se dirigent alors vers ces nouvelles activités comme le note Sékou Traoré. Donc ces migrations soninké étaient parties d'abord pour faire la vente des esclaves, pour faire le business d'esclaves. Et ensuite, ils vont, quand l'esclavage va être totalement en fait aboli, ils vont se rediriger en fait vers autre chose pour commencer à faire du business. D'autres business par rapport aux denrées, etc. Et ça, vous le retrouvez dans les notes en fait de Sékou Traoré. Lorsque le commerce en fait licite supplante la traite des esclaves et que s'instaure l'agriculture arachidière d'exportation,
Les Soninké sont les premiers à s'y convertir. Ah, la vérité, c'est pas facile, hein, les amis. Il faut entendre la vérité aussi pour comprendre. Le problème de l'Afrique, il est profond. Il est très profond. Des- Donc, comment les immigrés soninké vont arriver aussi au Congo? Les horizons migratoires dominants deviennent pour cette ethnie la région de culture arachidière du Sine et du Saloum, avec laquelle se mettra en place un mouvement saisonnier valant aux migrants le nom de navetanes, du terme navette, désignant en Wolof la période correspondant à l'hiver tropical. Ultérieurement, les grandes villes portuaires de Saint-Louis, Dakar et même Abidjan, qui offrent des possibilités d'emploi plus diverses et mieux rémunérées, prennent le relais. C'est à partir de là que s'embarquent les matelots qui, dès les années 30, constituent à Marseille les premières communautés africaines implantées en métropole. Donc vous voyez bien que les Soninké, comme ils ont tellement l'habitude de se balader à gauche à droite pour tout type de business, hein, eux ils vendent tout, esclaves ou autre chose, ils rentrent dedans. Ils vont aussi en fait commencer à force de se déplacer et à force de devenir experts justement en fait dans l'immigration. Ils vont aussi, boum, trouver en fait les filières à travers en fait les embarquements des matelots pour arriver en fait justement en métropole et commencer à être les premières, hein, communautés en fait africaines implantées en fait en métropole, principalement à Marseille. Le Congo du roi Léopold a ainsi pu recruter dès la fin du 19e siècle des travailleurs sénégalais qualifiés, parmi lesquels se trouvaient de nombreux Soninké. Reprenant leur tradition commerciale, celles-ci constitueront au Congo belge puis au Zaïre une couche de commerçants urbains connus sous le nom de Baouché, forme bantouisée, hein, de l'ethnie Haoussa qui désigne les commerçants dans une grande partie de l'Afrique occidentale et centrale. Rester en contact avec la vallée du fleuve et par ce biais avec les communautés installées en France, ces Soninké du Congo contribueront à soutenir financièrement leur pays d'origine et à aider dans les années 60. Voilà aussi l'origine, les balbutiements des Western Union qui quittent d'une diaspora pour retourner au pays. Les Soninké, ils ont vraiment tout inauguré, hein. Donc, les candidats à l'immigration lointaine. Les candidats à l'immigration lointaine à payer en fait leur voyage. Ils joueront aussi un rôle important au niveau de la connexion qui se mit en place. Au début des années 90, les migrations maliennes et zaïroises vers la France. Donc, les Soninké qui sont devenus experts, hein, dans l'immigration vont initier les Maliens et les Zaïrois. Et c'est là que Ok, on découvre des choses aujourd'hui. et c'est là que la France va commencer à être envahie. Alors que c'est de leur faute, hein. C'est eux qui les ont formés et aujourd'hui ils sont en train de se plaindre. C'est eux qui ont formé à l'immigration, hein, au transfert de population. Et voilà qu'aujourd'hui, en fait, ils veulent se plaindre de ce qui se passe en France. Ah non, 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 on sème ce que l'on moissonne. Malgré les restrictions que l'administration coloniale s'est efforcée de mettre, au déplacement en fait, des populations africaines vers la métropole, en interdisant par exemple aux matelots africains de dépasser le banc de l'Argoin au large de la Mauritanie. Elle a contribué à mettre en place les conditions qui faciliteront le développement des flux migratoires depuis la vallée du fleuve Sénégal vers la France
après l'indépendance. Donc, c'est-à-dire, ils ont voulu interdire justement en fait les passages et ça a créé plutôt en fait l'occasion en fait du contraire. Et c'est comme ça que les vagues migratoires vont commencer à venir et après ils ne pourront plus avoir le contrôle. Tout ça, hein, ce sont des choses qui sont sourcées, hein. Par exemple, vous avez aussi Eve Zuccarelli qui a écrit en fait le recrutement des travailleurs sénégalais par l'État indépendant en fait du Congo 1888-1896. Donc, vous avez pas mal de revues dans lesquelles en fait tout ceci est indiqué, hein. Donc, en effet, les migrations de travailleurs à l'intérieur du continent encouragées à l'époque coloniale ont permis à certaines populations d'acquérir une capacité d'organisation autonome de la migration et d'apprendre où et comment trouver l'argent nécessaire pour financer de longs périples. Donc, vous voyez, on sème ce que l'on moissonne. Ils ont été bien formés. Alors la France ne doit pas se plaindre aujourd'hui de l'immigration. Mais vraiment pas. Le rôle structurel des migrations économiques, l'héritage colonial en termes de migration est aussi perceptible dans une autre grande ère géographique marquée par l'importance des flux de travailleurs. Le sud de la Côte d'Ivoire, actuellement une région d'Afrique, les plus concernés par la présence de migrants nationaux ou étrangers, a connu à l'époque coloniale une forme de développement qui rendait nécessaire le recours à l'immigration de travail. À partir de 1910, l'administration entreprend des travaux d'aménagement des zones forestières du sud du pays et des colons français commencent à y développer des plantations de caféiers et de cacaoyers. Il s'avère rapidement que la population présente dans le sud ne suffit pas à fournir la main-d'œuvre nécessaire au fonctionnement de ces exploitations agricoles. Les planteurs organisent d'abord des recrutements dans les régions de savane, du centre et du nord du pays. Assez vite, l'administration intervient pour contrôler les flux migratoires, limitant les risques d'abus de la part des colons, mais élargissant aussi les zones de recrutement. En 1925, elle institue des contrats de travail obligatoires entre travailleurs autochtones et employeurs privés et se réserve la primauté sur le secteur privé pour le recrutement des travailleurs indigènes. En 1933, le sud de la Haute-Volta est rattaché à la Côte d'Ivoire. Ce redécoupage administratif a surtout pour but d'orienter la migration des voltaïques vers les zones contrôlées par la France, alors que traditionnellement, ceux-ci émigraient surtout vers la Gold Coast britannique, c'est-à-dire l'actuel Ghana. Les Mossi, M-O-S-2-S-I, au sud de l'actuel Burkina Faso. Donc, excusez-moi juste 2 secondes. Non, là c'est bon. Il y a un souci avec mon chargeur, c'est pour ça. Les Mossi au sud de l'actuel Burkina Faso vont composer dès les premières années de l'entre-deux-guerres la majorité des travailleurs agricoles employés dans les plantations de la basse Côte d'Ivoire. Après 1946, les flux migratoires en provenance du pays Mossi s'accroissent encore, pris en charge par un organisme privé créé par les planteurs pour travailler leur exploitation en main-d'œuvre immigrée, le SIAMO. Donc, comme vous le voyez, ces transferts de population, hein, n'ont pas cessé. Dans les années 50, 20 000 voltaïques en moyenne entreront chaque année en Côte d'Ivoire. Ça, vous retrouvez en fait aussi des choses, des écrits en fait de Raymond Deniel, de la savane à la ville, et c'est sur la migration des Mossi vers Abidjan et sa région.
Les démons de l'ivoireté. De l'ivoirité, exactement. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire indépendante poursuivra cette politique en misant sur les exportations agricoles pour assurer le développement du pays. Il rend son économie de plus en plus dépendante de la main-d'œuvre étrangère. Dans les années qui suivent l'indépendance, le départ des colons permet la fragmentation des plantations et leur rachat par les Ivoiriens. Les habitants des régions du Sud deviennent propriétaires agricoles et abandonnent souvent toute activité de travail productif devant la facilité qu'ils trouvent à utiliser une main-d'œuvre étrangère peu coûteuse. Dès 1967, Samir Amin notait, et le livre de Samir Amin, c'est Les migrations contemporaines en Afrique de l'Ouest. Dans Samir Amin notait le paradoxe de cette situation. Les populations d'origine se sont transformées en planteurs, non-travailleurs, le travail agricole étant fourni presque exclusivement par les ouvriers agricoles venus du Nord. La politique ivoirienne a longtemps été très libérale en matière d'immigration et Félix Houphouët-Boigny s'est prononcé à plusieurs reprises pour un accueil généreux des migrants étrangers. Depuis quelques années, toutefois, la crise économique et politique qui secoue le pays accroît les tensions entre les nationaux crispés sur leurs possessions et leurs avantages et les descendants d'immigrés qui, après plusieurs générations d'installation dans le pays, aspirent et souvent parviennent en fait à améliorer leur situation économique. Dans un tel contexte, politiciens et idéologues peuvent être tentés de réveiller les vieux démons de l'ivoirité et provoquer des conflits ethniques qui ne pourraient qu'être endommageables à l'ensemble du pays. Les États africains contemporains, héritiers d'une situation migratoire créée à l'époque coloniale, vous écoutez bien, hérités d'une situation migratoire créée à l'époque coloniale, pour des raisons de rationalité économique, ont eux aussi à affronter aujourd'hui les enjeux de l'intégration des populations issues de l'immigration, avec tout ce que cela comporte de lutte contre les inégalités, les discriminations et les tentations nationalistes. Donc, vous voyez bien ici, on vous développe bien cet aspect-là. Donc, l'administration, autant pour répondre aux petits appétits des intérêts privés que pour créer des grandes infrastructures nécessaires au développement des régions qu'elle contrôlait, usa de moyens coercitifs comme les recrutements sous la menace et favorisa un encadrement des travailleurs de type pénitentiaire et esclavagiste. Progressivement, elle promulgua des lois visant à protéger les travailleurs et à leur assurer des conditions de vie plus décentes. Les migrations rendues nécessaires à la mise en valeur de vastes zones sous-peuplées prirent parfois en Afrique centrale et australe en particulier un caractère massif et définitif, et firent l'objet d'un encadrement qui, pour être bienveillant, n'en aboutissait pas moins à éloigner les migrants de leurs références culturelles et les priver de leur capacité d'organisation autonome. En définitive, d'importantes recompositions du peuplement de vastes aires de continents se sont déroulées sur un temps très court et de façon organisée, alors que les mouvements migratoires précoloniaux se faisaient plutôt sur des périodes séculaires, par la conquête de zones déjà peuplées ou par le défrichement en fait de zones vierges, avec des aléas que comportent en fait les conflits guerriers et les incidences bioclimatiques. Le temps d'adaptation au nouvel environnement et le temps de recomposition des sociétés touchées par le phénomène migratoire sont malheureusement plus longs que celui du seul déplacement et de la première. Donc, voilà. Donc, comme vous le voyez, hein, l'origine de l'immigration telle qu'elle est vécue aujourd'hui vient de l'administration coloniale. Et cette administration coloniale, justement,
a fait en sorte que certains types de populations sont devenus experts dans les déplacements déjà interrégional et ensuite intercontinental. Et c'est ce qui a amené en fait à ces vagues de migration qui continuent toujours de quitter de l'Afrique pour venir en Occident. Donc en réalité, c'est un petit peu culotté pour certains politiques de vouloir mettre la faute constamment sur les migrants, sachant que ce sont les administrations coloniales qui ont mis en place en fait tout ce système que nous voyons en fait aujourd'hui, à travers des travaux forcés, des massacres, à travers un esclavagisme moderne, à travers énormément de choses qu'on a pu voir en fait. Donc en réalité, qui sème moissonne. Donc si aujourd'hui, eh bien, il y a une vague qui envahisse en fait l'Europe, c'est parce que c'est l'Europe qui a causé ce problème. Parce que la façon dont ils ont fait les transferts en Afrique, ils les ont tellement mal faits que ça a causé justement en fait des conflits ethniques. Et ces conflits ethniques-là, ben, causent en fait des migrations. Et lorsque les gens fuient pour se réfugier et qu'ils ont l'occasion de venir, on vous a bien dit que les Soninké ont développé en fait cet aspect et ça leur a permis justement d'arriver à Marseille. Ça leur a permis après de développer aussi les voyages hein, à travers en fait les côtes du Sénégal pour arriver en fait, etc. Via en fait les choses qui étaient interdites au niveau de la Mauritanie, etc. Et puis ensuite au niveau de l'Espagne. Donc toutes ces choses-là, la source vient de l'administration coloniale, donc des États occidentaux, donc des Européens. Donc c'est très important en fait de comprendre ça. C'est qu'en fait, en réalité, tout ce qui se passe en fait à l'heure actuelle ne sont que des conséquences de ce que les Occidentaux ont fait. Donc voilà pour aujourd'hui, on devait écouter une vidéo, mais vu que la vidéo en fait elle est longue, hein, on l'a partagée hein, pour ceux qui sont dans les groupes. Donc vous pourrez prendre connaissance tranquillement en fait de cette vidéo qui est très instructive, qui vous parle de la traite hein, arabo-musulmane et aussi de la traite transatlantique. Donc pour que vous puissiez comprendre. Et j'espère que ces types de documentaires et aussi ces documents que nous faisons, ça va aussi vous enlever les idées il n'y a pas eu que certains en fait veulent véhiculer, qu'il n'y a pas eu en fait d'esclavage de l'Afrique vers l'Amérique, etc. Donc voilà un peu. Donc ceux qui veulent monter Mais, pour pouvoir en fait mais s'exprimer, frère poser des Réveil, questions, vous pouvez. frère Réveil, dans la vidéo, en fait, que on a partagé dans le groupe et que j'ai mis Oui, l'extrait sur mon compte, il y a des parties où c'est dit que l'esclavage a commencé bien avant l'arrivée des Blancs. oui, oui, parce qu'il y avait la traite arabo-musulmane.